Kondo Annick et je suis membre du Super Hub et je vais assurer la facilitation de cette séance. En tout cas, bienvenue à vous. Merci d'être là avec nous. Et nous allons passer à la présentation de ceux qui sont déjà connectés. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Guillaume Yapo, vous aussi pouvez vous présenter. Merci. Bonjour, chers tous et toutes. Bon, je me nomme Guillaume Yapo Agoussi, je suis un agent de santé communautaire. J'ai l'habitude de participer à cette séance. Bon, donc, c'est pourquoi. Donc, moi, c'est Yapo Guillaume Agoussi. Merci. Merci beaucoup, merci d'être là. Bonjour, docteur Nico ici. Bonjour, Madame Kwame, vous pouvez vous présenter? Bon. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur Nico ici. Merci pour votre présence. Si vous pouvez vous présenter. Ah, je dois me présenter encore. OK. Oui, comme tout le monde vous connaît. Saki. Je suis membre du Hub et je suis médecin. On va du public. Voilà, à la retraite. Merci beaucoup. Merci, grande sœur, pour ta présence, pour ta présence constante. Merci pour ton soutien. Nous sommes toujours heureuses de te voir. Bonsoir, Monsieur Drissa. Pouvez-vous vous présenter? Monsieur Drissa Koulibaly. Oui, bonsoir, madame. Je suis. Voilà. OK, donc je suis M. Koulibaly Drissa, infirmier et point focal communication du district sanitaire de Sakasso. Merci. Merci beaucoup. Dites aux gens, à vos collègues de se connecter. Merci d'être présents. Merci beaucoup. On va attendre un peu. Oui, alors bonjour à tous. Je suis Mme Kwame Geneviève. Je suis membre du Super Hub de l'INSP. Merci. Merci beaucoup, Mme Kwame. Donc, les personnes du Hub vont quand même se présenter. Il n'y a pas beaucoup de connectés. Docteur Kwasi, on se présente ou on attend que les autres se connectent? On attend un peu. Comme on n'a pas beaucoup de participants pour l'instant. On peut? OK. Donc, je passe la parole à Docteur Kwasi, notre manager technique éco, pour qu'elle puisse se présenter. Docteur Kwasi, bonjour. Bonjour, Dr. V. Bonjour à la communauté. Nous sommes heureux d'être avec vous à cette énième session. Voilà, moi c'est Dr. Kwasi. Merci à tous nos fidèles participants qui sont encore connectés. Je vois M. Traoré, Dr. Traoré qui est connecté, l'homme au chapeau. Il est toujours avec nous dans les sessions régionales comme nationales. En tout cas, merci pour votre présence. OK, merci, Docteur Kwasi. Merci pour ton soutien. Nous allons passer la parole à ceux qui se sont connectés actuellement, Docteur Kofi et puis M. Traoré. Pour vous présenter, s'il vous plaît. OK, bonsoir à tous. Bonsoir, Docteur V. Donc, je suis Docteur Kofi Guy Roland Arnaud. Je suis médecin au Centre e-santé de l'Institut national de santé publique. Je suis membre du Super Hub. Merci et bonne session à tous. Merci beaucoup. Monsieur Oumar, pour vous présenter, merci. Bonjour. Malgré le problème de réseau, je suis docteur Oumar Traoré, médecin santé publique et chargé de la planification, formation, recherche à la direction communale de la santé de Kalouma-Conakry, en Guinée-Conakry. Je vous remercie. Merci à tous. Merci, chers confrères, et puis merci pour votre fidélité, parce que vous êtes toujours avec nous. Vraiment, merci. Merci. Donc, on va attendre quand même
Docteur Adjougua n'est pas encore là. On va attendre un peu et puis on va continuer. On va donner quelques minutes au professeur Adjougua, qui est notre expert du jour, pour qu'il se connecte. Merci. Monsieur Light, ici, on peut passer à l'agenda du jour et puis on va rappeler les consignes. Le temps qu'on laisse le temps au professeur pour qu'il puisse se connecter. Docteur Tano, le partage a été désactivé. Allô, docteur Tano. Oui, On me dit que il faut partager l'animateur, l'agenda. on me dit que l'animateur a désactivé le partage. Ah, c'est docteur Passy. Donc, elle va partager l'agenda, sinon j'ai touché à rien. Merci. L'agenda et puis on va rappeler les consignes. C'est bon, à un petit peu. OK. De nouvelles personnes qui viennent de se connecter, on va leur laisser le temps de se présenter. Madame Georgette Gorin, bonjour, bonne arrivée. Vous vous présentez? Votre micro est fermé, Madame Gorin. Bonjour, c'est bon maintenant? C'est Bonjour, bon. je suis docteur Goran Kofi Georgette. Je suis au programme de santé national de la mère et de l'enfant. Merci pour votre invitation. Merci vraiment pour votre présence. Merci beaucoup. OK, nous allons passer en revue l'agenda du jour. Après les présentations d'usage, aujourd'hui, nous n'avons pas de cas, hein, donc nous allons passer, qu'on appelle, après les consignes d'usage. Le thème de ce jour, c'est marqueurs biologiques de suivi des patients COVID long ou post-COVID. Et le thème va être présenté par professeur Adjougua Edgar Valéry, qui est maître de recherche, chef du département des virus épidémiques à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Et après sa présentation didactique, on va avoir des échanges sur sa présentation. Et après, on va passer à la clôture de la session. Après, le feedback et vous donner la date de la prochaine session et puis la thématique de la prochaine session. Donc, voici passer en revue l'agenda de ce jour. Merci. Nous allons passer en revue les consignes d'usage. Merci. OK, pour une bonne session écho, restez en sourdine à moins que vous ne parliez et éliminez ou réduisez les distractions environnementales pour améliorer la qualité du son ou de la vidéo. Utilisez la vidéo dans la mesure du possible, faites face et établissez un contact visuel avec la caméra lorsque vous parlez. Utilisez un langage respectueux et approprié. Ne divulguez pas d'informations de santé protégées ou d'informations personnelles identifiables. Veuillez échanger dans le chat
avec le IT pour résoudre les problèmes de Zoom. Veuillez entrer votre nom et votre organisation. Vous pouvez le faire actuellement. Les dispositifs de présentation et le lien d'enregistrement seront partagés par email pour ceux qui sont inscrits après la session. Cette session enregistrée, votre présence vaut le consentement à être enregistré. Merci beaucoup. Donc, on est vraiment dans une communauté de pratique. Ne vous gênez pas pour poser les questions. Nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Pour obtenir un certificat de participation, vous devez remplir un court sondage. Nous fournirons un lien dans le chat pour accéder à l'enquête vers la fin de la session. Le lien est accessible pendant les prochaines 48 heures seulement. Le projet ECHO collecte les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les commentaires de chat, les réponses au sondage. Vos données personnelles resteront confidentielles. Ces données peuvent être utilisées pour des rapports, des cartes, des communications, des enquêtes, l'assurance qualité, l'évaluation. La recherche est pour informer. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Ok, docteur V, l'expert est là. Hein. Ok, bienvenue à Dr Adjogwa. Comme je disais tout à l'heure, la thématique du jour porte sur les marqueurs biologiques de suivi des patients COVID long ou post-COVID. Donc, notre expert est le professeur Adjogwa Edgar Valéry, qui est maître de recherche, chef de département des virus épidémiques à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Bienvenue, cher maître, et merci pour votre disponibilité continuelle. Merci pour votre assiduité. Merci d'être toujours là avec nous. Nous allons vous laisser la parole. Et si vous êtes prêts, nous allons positionner votre présentation. Merci. Ou si vous devez faire vous-même votre partage. Merci, Dr Adjogwa, vous avez la parole. Bonsoir, Dr V. Bonsoir, Dr Kouassi. Bonsoir, cher maître. Et puis, toutes mes excuses pour ce retard, parce que je suis à l'extérieur à une réunion, et donc je suis obligé de gérer les deux programmes à la fois. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Pas de problème, merci d'être là avec nous. On connaît vos charges, mais vous faites tout pour être avec nous. Merci beaucoup de votre présence. OK. J'essaierai de simplifier les choses, faire les choses de manière le plus simple possible. Et donc, on va commencer d'abord par avoir l'avis des uns et des autres. D'abord, qu'ils me disent exactement comment s'est fait le diagnostic de la COVID. La COVID aiguë s'est fait comment? Et puis, à partir de là, nous allons aller tout doucement par des questions-réponses. Et je terminerai par une synthèse où je ferai une toute petite présentation. Et donc, dans un premier temps, est-ce que quelqu'un peut me dire exactement comment se fait le diagnostic COVID? Vous êtes chez vous à l'hôpital, vous êtes au district, et puis un patient vient vous voir, ce que vous suspectez la COVID, et qu'est-ce que vous faites exactement? La question est ouverte pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent intervenir. Oui, il y a Idrissa Coulibaly qui veut parler. Merci, docteur. En fait, devant un cas suspect, en plus des mesures barrières qu'on applique ordinairement, on fait un prélèvement nasopharyngé avec un couvillon. Et c'est tout ça que ce prélèvement sera transmis au niveau du laboratoire pour l'examen. Et ça aussi qu'il y a aussi des tests rapides qui sont toujours par prélèvement nasopharyngé aussi. On fait des tests rapides aussi pour pouvoir faire le diagnostic. Merci. OK, vous n'avez pas de possibilité d'avoir accès au laboratoire principal de référence. Vous êtes au district, vous avez un test rapide. Comment se fait l'interprétation de ce test rapide-là? Ce n'est pas Idrissa Coulibaly que je pose la question, c'est à tout le monde.
Merci. Koulibaly Idrissa. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à ma question, s'il vous plaît? Vous avez des tests rapides, vous êtes au district. Vous ne pouvez pas envoyer l'échantillon au laboratoire de référence. Vous avez un kit de tests rapides. Et comment vous importez les résultats de la personne qui vient vous voir pour COVID aigu? C'est important parce que, il faut avoir les aspects pratiques. Encore, Drissa, tu peux laisser quelqu'un d'autre répondre? Tu as déjà bien répondu. Pour ça, s'il n'y a pas de volonté, il faut interroger. Il faut que je vois la liste est-ce que vous pouvez interroger pour moi? Parce que je ne vois pas sur mon écran la liste des participants. Bonjour, merci beaucoup. Je ne sais pas. Madame Claire Yapo-Grésois. Bonjour. Hey, Bon, ça, attention, il ne faut pas l'interroger, hein, c'est ma patronne. On c'est le n'interroge pas ma professeur. patronne. Oh, je m'excuse. Oui. C'est le cher maître. Je m'excuse. OK. Je ne sais pas trop. On va retourner encore à M. Drissa si on n'a pas. Il y a une dame qui s'est connectée. Il n'y a pas de... Je ne vois pas la liste des Docteur participants. Goran, qui s'est présenté tout à l'heure, si elle a une réponse. Docteur Goran. Oui, bonjour. Sincèrement, c'est comme Richard que je vois le test de COVID. Voilà, parce que personnellement, je prescris qu'on me fasse un test, mais je n'ai jamais su réellement au-delà de ce que Drissa a dit, comment ça se passe. C'est aussi qu'il y a une sérologie qui peut se faire, c'est ce qu'il a dit. Merci, docteur Et Goran. Merci d'avoir essayé. Donc, vraiment, voilà l'importance la présentation du professeur qui va vraiment aider à répondre à toutes ces interrogations. En fait, je souhaite que ça soit Je vais vraiment essayer. très pratique. Je ne vais pas vous donner des choses théoriques parce que les choses théoriques, vous n'allez pas les retenir. D'accord. Docteur B, il y a docteur Kanyatu qui veut essayer. Docteur Kanyatu qui veut essayer. Merci. Je pense que c'est des bandelettes c'est une bonne qu'on lit si la bande est colorée. Une certaine zone là, une zone T ou bien. Au niveau de la zone, on peut dire que c'est sûr, ça dépend des tests. Les tests qui ont des bandes colorées là. Si la bande est colorée, c'est comme un peu de test de palu. Si au niveau du T, si c'est coloré, c'est positif. Si c'est à un certain niveau, c'est négatif. Et puis bon, si c'est en bas, c'est invalidé. Donc, c'est comme ça qu'on la lit. Parce que dans la réalité, vous ne pouvez pas suivre des marqueurs de COVID long si vous n'êtes pas capable de faire le diagnostic initial de la COVID. Et donc, c'est important parce que votre sujet, pour que vous sachiez qu'il s'agit de COVID long, COVID aigu, il faut un test initial de base. Et le test initial de base, je suis un peu surpris parce que je pense que ce cours-là, je l'ai fait plusieurs fois pour les agents de santé. Et donc, lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour suspicion de COVID, vous devez savoir si la personne a la COVID ou pas. Et c'est dans le suivi que vous allez voir qu'on a affaire à une COVID long ou non. Et donc, c'est important de faire le diagnostic des bases. Et donc, le diagnostic des bases va s'articuler autour de, je dirais, 3 éléments essentiels. Lorsque la personne vient vous voir et que le début de la maladie est inférieur à 7 jours,
La question que vous allez vous poser initialement, c'est est-ce qu'on a présence de virus ou pas? La présence de virus ou pas va se déterminer par des tests PCR pour le laboratoire de référence et des tests antigéniques pour les laboratoires qui ne sont pas de référence ou dans les districts. Et donc, quand j'ai les tests, j'ai les tests, le test, il est antigénique ou sérologique. Les deux tests, généralement, sont associés avec la partie antigénique et la partie sérologique. La partie antigénique me permet de savoir s'il y a présence de virus ou non. Quand je suis au district et que j'ai un test antigénique et que je le fais, c'est pour chercher à savoir est-ce que le virus il est présent ou il n'est pas présent. S'il est présent, ça veut dire que j'ai affaire à quelqu'un qui peut être contagieux dans sa maladie. Donc, je prends les précautions. Et donc, le test PCR qu'on fait au laboratoire a la même signification que le test antigénique que j'ai fait dans mon district. Pour savoir si le patient il a le virus ou il n'a pas le virus. Et puis, lorsque la personne vient au-delà de 10 jours, je vais chercher à savoir les témoins du passage du virus. En ce moment, j'ai deux possibilités. Le sujet, il est malade. S'il est malade, je vais chercher à avoir les IgM. La présence des IgM signifie que mon sujet, il est malade, il est en train de faire sa maladie. Et donc, je peux faire la maladie sans présence de virus. En ce moment-là, mon antigène sera négatif, mon IgM sera positif. Ça veut dire que je suis malade, mais comme l'antigène et la PCR sont négatifs, ça veut dire que mon sujet, il n'a pas de virus en lui, donc il n'est pas contagieux. Et puis, la troisième chose, c'est les tests immunologiques IgG. Je suis dans ma population, par exemple, à Djoukoube, où je n'ai jamais eu dans mon centre de cas suspects de COVID. Je me pose la question pour savoir, est-ce que ma population a été en contact avec la COVID? En ce moment-là, je vais faire une étude sérologique pour voir si mon personnel et si la population a été en contact ou pas avec le virus. En ce moment, ce qui va nous intéresser, ce sont les IgG qui traduisent le contact avec le virus. Ce contact-là, il peut être récent, comme il peut être lointain. Et tout ça, vous l'avez par votre kit rapide. Et donc, si vous ne savez pas l'interpréter, vous ne saurez pas si mon malade, il a fait la COVID ou pas. Parce qu'avant d'aller au niveau des marqueurs biologiques du suivi de COVID long, il faut d'abord savoir si mon patient, il a fait la COVID. Et l'autre question que je voulais poser à tout le monde, qu'est-ce que vous entendez par COVID long? C'est quoi COVID long? Quelqu'un peut me répondre? D'abord, est-ce que vous avez compris la première phase de mon intervention? Et si vous avez compris, c'est quoi COVID long? J'attends vos réponses. Monsieur Driss a toujours la main levée. Oui, allez-y, monsieur Drissa. Merci. Je pense que la COVID long, c'est la persistance des symptômes liés à la COVID après un épisode initial, plusieurs semaines après, un épisode initial. Est-ce que je peux dire merci? Quelqu'un d'autre? Aussi qui a Drissa, la main est-ce que levée. tu as compris la première partie de mon intervention?
Oui, oui, j'ai pris note, j'ai bien compris. C'est bon. Procède Crésois, ma chère Renée, tu peux intervenir si tu le souhaites pour donner des points de vue, pour faire des éclairages et tout ça. Ok, pas de souci. J'attends la réponse à vos questions, s'il vous plaît. Il y a M. Faustin qui avait levé la main. M. Faustin. Vous avez... Allô? Oui, allô? Oui, Monsieur Faustin? je suis Boni Faustin. Donc, par rapport à la première question, je vous remercie d'abord pour cette présentation. Suite à la première explication, je viens de saisir vraiment, véritablement, les différentes techniques de diagnostic hein, de COVID et comment faire l'interprétation. Et à la suite de ça, je peux parler de COVID long quand, pour quelqu'un qui a déjà été en contact, hein, qui a déjà fait la COVID et chez qui l'IgG est désormais, c'est le test sérologique a montré qu'il est encore, ses IgG sont positifs. Et donc, pour moi, qui peut-être présente encore des signes hein, qui est similaire donc, à la première phase, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait la COVID et qui, après un test sérologique, immunologique plutôt, on retrouve donc les IgG qui sont positifs et qui revient, qui fait donc une manifestation donc, en rapport avec la COVID. Est-ce que quelqu'un qui présente des signes après une semaine, 2 semaines, on peut l'assimiler à un COVID long? Bon, je me dis que s'il a déjà, pour moi, COVID long, c'est des signes qui surviennent après une première phase, la première phase aiguë, et tout ce qui peut venir qui ressemble à COVID, et puis qui, peut-être chez qui on peut retrouver encore les IgM positifs. OK, merci, M. Faustin. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à la question? Monsieur Kevin Akoré. Akoré Kevin, est-ce que vous pouvez répondre à la question? C'est l'IT. Docteur Kaniatou, je crois, a levé la main. On dirait elle veut répondre. OK. Merci, Allez-y, Kaniatou. docteur Sylvie. Je voulais ajouter à ce qu'il a dit qu'on a des cas où le patient a présenté un cas de COVID pendant plus de 2 semaines. Je pense que s'il dépasse 2 semaines, il rentre dans la COVID long. Voilà. Donc, en plus du fait que ce soit un patient qui peut-être s'est remis et puis peut-être une période après qui a développé des signes, il y a le fait que le patient peut ne pas s'être remis et que les signes persistent pendant plus de 2 semaines. C'est ce que je voulais ajouter. OK. Quelqu'un d'autre? Allez-y, ne vous dérangez pas, ça doit être interactif. S'il vous plaît. Vous êtes d'accord pour 2 semaines? Docteur Bonia, si vous êtes d'accord pour 2 semaines? Vous, docteur Ngoran. Merci. Je peux parler? Oui, vous pouvez parler, madame. D'accord, ok. En fait, je pense que
certains domaines de spécialité. Donc, nous savons des informations un peu diverses, mais pas précises. Donc, pour parler de la chronicité, il va falloir qu'on sache la durée normale de la manifestation de la maladie du COVID d'abord. Et c'est au-delà de cela qu'on va parler de la chronicité. Voilà. Sinon, les antigènes, d'abord, il y a ce qu'on a retenu tout à l'heure de ce que le professeur a dit. Il y a la PCR qui donne l'antigène, les sérologies qui vont donner les anticorps. Donc, en présence de COVID manifeste, on va avoir euh, euh, la PCR qui est positive, on va avoir les antigènes euh, récents IgM qui sont positifs. Voilà. Et donc là, on a une COVID en cours. Maintenant, après, si on a les IgG qui sont positifs et les IgM négatifs, et que l'antigène est négatif, c'est qu'on a fait une maladie à COVID et on a développé des anticorps. Maintenant, si on a des IgM qui sont encore positifs et que l'antigène est négatif, c'est que je pense qu'on a une maladie à COVID qui traîne. Maintenant, jusqu'à quand on dit que c'est chronique, bon, je ne saurais dire parce que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Donc, voilà pourquoi on est vraiment intéressé par cette formation. Merci. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. D'accord. Comme les gens n'aiment pas parler, on va passer à la présentation. Excusez-moi, j'essaie de partager mon écran. Je cherche ma présentation. Ça va, vous voyez l'écran? Oui, Vous voyez on l'écran? voit l'écran. Oui, on attend la présentation On maintenant. voit vos dossiers. Vous voyez nos dossiers, mais vous ne voyez pas l'écran parce que je partage. Non, c'est pas OK. encore fait. Je regarde. Excusez-moi. Je n'arrive pas à partager l'écran. OK. C'est bon? On s'envoie. C'est bon, Vous voyez, c'est bon? c'est bon. C'est bon, mettez maintenant un mot diapo, c'est tout. OK. Et donc,
Vous êtes d'accord avec moi que la maladie à COVID-19 est une maladie infectieuse causée par le virus SARS-CoV-2. Et donc, bien que la majorité des personnes soient complètement guéries de la COVID-19, il y a 10 à 30% de suivants de la COVID qui pourraient souffrir des symptômes non résolus qui persistent pendant près de 4 mois après l'infection SARS-CoV-2 et sont appelés COVID long ou COVID long. Et il est également connu sous le nom de séquelles post-aiguës du COVID-19. Et le COVID long se manifeste par un ensemble complexe de symptômes, notamment neurologiques, neuropsychiatriques, cardio-pulmonaires et gastro-intestinaux. Et les symptômes neurologiques et neuropsychiatriques les plus fréquemment associés au COVID long sont la fatigue, les maux de tête, l'anxiété ou la dépression. L'essoufflement ou les difficultés respiratoires et la perte du goût ou d'odorat sont également fréquemment signalés par les patients ayant subi un long COVID et présentant des symptômes pulmonaires. Une question urgente de santé publique est de savoir comment surveiller et soulager ces longs symptômes de COVID. Et donc, pour pouvoir les surveiller, il est souhaitable d'avoir accès à des biomarqueurs non invasifs ou un peu invasifs, tels que ceux qui sont souvent mesurés dans des échantillons de sang de patients facilement. Oh. J'ai des difficultés pour faire défiler. Donc, les biomarqueurs circulants cliniquement pertinents peuvent servir d'indicateurs précieux des conditions physiologiques normales des patients ou de la gravité de la maladie. Et donc, avec les biomarqueurs, on peut savoir si le sujet, il est normal ou bien il fait des complications de sa maladie. Et donc, pour être plus simple, les biomarqueurs ont été divisés en 6 catégories sur la base de leur fonction biologique. On a les cytokines, chémokines, les marqueurs biochimiques, les marqueurs vasculaires, les marqueurs neurologiques, protéines de phase aiguë et autres. Il faut vous dire que ce n'est pas une vérité établie aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'études qui se font sur les biomarqueurs. Et les biomarqueurs sont des instruments de diagnostic et aussi des instruments de pronostic. Et ça rend vraiment plus aisé le diagnostic et surtout le suivi de ces patients-là. Les cytokines chémokines sont des réponses immunitaires. Les patients atteints de COVID de longue durée présentent des taux les plus élevés de cytokines et de chémokines, qui sont des facteurs pro-inflammatoires. On a l'interleukine 6, qui est un facteur de nécrose tumorale, alpha, TNF-alpha,
L'interleukine 17, l'interleukine 4 et les ligands de chymiokine du motif CC, les protéines de phase aiguë qui sont la C-protéine réactive. Ça, nous l'avons dans nos différents services en hémato et en biochimie. Et puis la ferritine, et qui sont, eux, des protéines de l'inflammation. Et donc, ce sont des marqueurs qui permettent de savoir si nous avons affaire à soit à faire la différence entre la COVID aiguë et la COVID de longue durée. On a les marqueurs biochimiques, les taux élevés de lactate, déshydrogénase, FDH. J'ai choisi les marqueurs les plus courants parce qu'il y a une multitude de marqueurs et donc on ne peut pas s'étaler sur tous les marqueurs. Nous avons les marqueurs vasculaires et neurologiques. On a une augmentation de la NFL et du facteur de croissance endothéliale vasculaire, ainsi qu'une diminution de l'hémoglobine, présentant des symptômes plus graves et plus longs de la maladie COVID. Et donc, lorsqu'on a ces marqueurs-là, on a affaire à des symptômes plus graves et plus longs. On a les biomarqueurs pour patients atteints de COVID de longue durée. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites et parmi ces études-là, 28 études, ont fait l'état des biomarqueurs entre les patients atteints de COVID longue durée et les patients complètement rétablis. Et donc, 42,9% de ces études-là ont mis en évidence des biomarqueurs entre les patients atteints de COVID longue et les participants qui ont été guéris de leur COVID. Les patients atteints de COVID longue durée présentaient des niveaux élevés d'interleukine 6, de CRP et de TNF-alpha. Et les marqueurs de cytokine, chymiokine et les marqueurs biochimiques représentaient respectivement 23,9% et 39,1%. Pour dire que lorsqu'on a affaire à une COVID longue et lorsqu'on a affaire à une COVID aiguë où le malade est rétabli, on a vraiment une différence de ces marqueurs-là entre ces deux groupes de personnes sur l'ensemble des 28 études réalisées. Et par rapport aux participants en bonne santé, on a des niveaux vraiment élevés d'interleukine 6, de TNF-alpha, qui ont été associés à des atteintes de COVID longue. Et en particulier, 42,2% sont des cytokines, chymokines, et 20,9% sont des marqueurs vasculaires. L'interleukine 6, la CRP et la TNF-alpha restent régulés à la hausse des patients atteints de COVID longue et peuvent être des indicateurs importants du syndrome de COVID long. Et donc, on peut les utiliser pour définir si nous avons affaire à des COVID longs ou à des COVID aigus. Dans le cas des COVID aigus, ces marqueurs-là sont vraiment très bas. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs indicateurs. Les indicateurs en rouge sont des indicateurs à hausse et puis en bleu sont les indicateurs bas. Et donc ici, vous voyez les COVID. À gauche, vous avez les COVID où les patients retrouvent la santé. Et puis à droite, les COVID longs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les TNF, la CRP et l'interleukine 6
permettent de faire la différence entre ces deux tableaux cliniques. Et donc, parmi les 28 études, 57 ont rapporté des biomarqueurs chez les patients présentant des symptômes multiples, suivis par 39,3 pour les symptômes neurologiques et 17,9 pour les symptômes pulmonaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marqueurs là sont plus importants lorsqu'on a une multitude de signes que lorsqu'on a un seul signe, par exemple neurologique et pulmonaire. Et donc, si un ensemble de 113 biomarqueurs sanguins liés à des symptômes COVID longs après une infection du SARS-CoV-2, on a 81,4%, 19,5% et 15% de biomarqueurs respectivement ont montré une association significative avec des symptômes multiples neurologiques et pulmonaires. Et donc, les 81,4%, c'est les symptômes multiples. Les 19,5%, c'est pour les affections neurologiques et les 13,3% pour les affections pulmonaires. Et donc, plus on a une association des signes, et plus on a les biomarqueurs qui apparaissent élevés. Et donc, la principale classification des biomarqueurs était celle des cytokines, chymokines, avec 35,9% dans les symptômes multiples et 22,7% dans les symptômes neurologiques et 33,3% dans les symptômes pulmonaires. C'est un peu la même chose. Et donc, plusieurs biomarqueurs vasculaires régulés à la hausse et associés à l'angiogénèse et à la coagulation, c'est-à-dire les D-dimères, antigène facteur Willebrand, propeptide du facteur Bond ou facteur 8, ont été signalés chez les patients présentant des symptômes multiples. Des biomarqueurs neurologiques élevés liés à des liaisons nerveuses telles que la NFL et la GFAP peuvent servir de biomarqueurs diagnostiques pour les symptômes neurologiques, en particulier pour les céphalées du syndrome COVID de longue durée. En ce qui concerne les symptômes pulmonaires de la maladie de COVID de longue durée, les patients atteints de fibrose pulmonaire présentant un taux élevé de facteurs de croissance transformant bêta par rapport aux témoins sains. Par conséquent, ces marqueurs peuvent servir d'indicateurs de symptômes distincts de la maladie de COVID de longue durée. Les personnes présentant des niveaux plus élevés d'interleukine 6, de CRP et de TNF après une infection en SARS-CoV pendant un ou plusieurs mois peuvent présenter des COVID à long terme. Ça veut dire que les biomarqueurs peuvent nous aider à savoir si la personne va faire une COVID longue ou pas lorsque on fait ces tests-là le plus tôt possible. Et donc, comme je le disais, on a plusieurs marqueurs et ces marqueurs-là doivent nous permettre d'anticiper sur le diagnostic, d'anticiper sur le pronostic à long terme de la COVID. Et donc, plusieurs études sont en cours. Et je voulais vous prendre ces exemples-là pour dire que on peut, à partir de la CRP, des interleukines et tout ça qu'on fait chez nous, pouvoir anticiper sur le pronostic et qui sera COVID long, qui ne sera pas COVID long, qui fera COVID long grave, qui ne fera pas COVID long grave. Et ce sont des marqueurs vraiment qui peuvent nous aider à aller très vite. Et ces marqueurs-là peuvent nous aider aussi dans la prise en charge des patients présentant la COVID. Parce que si on a des biomarqueurs neurologiques importants,
ça veut dire que la prise en charge neurologique doit pouvoir se faire. Si on a des marqueurs pulmonaires importants, ça veut dire que dans notre prise en charge, il faut qu'on voit le volet pulmonaire. Et donc, voilà un peu le charabia que je voulais vous raconter. Et j'invite professeur Crésois, qui est immunologue, qui se sent très à l'aise dans ces marqueurs-là, de pouvoir intervenir si elle le souhaite bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Adjogwa. Merci vraiment pour ce brillant exposé qui nous donne vraiment d'importantes informations sur les marqueurs pour la surveillance de la COVID. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, envoyez des signaux au professeur pour lui dire merci pour cette brillante présentation. Merci. Si l'autre cher maître veut donner des informations complémentaires, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Moi, je voulais juste, si vous me le permettez. Professeur, vous pouvez y aller. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Voilà. Je voulais juste me remercier le professeur Adjogwa. En fait, j'ai pu l'exposer en cours, mais c'était juste donner une information. On a une thèse de médecine qui est en cours actuellement sur les marqueurs biologiques de suivi chez les patients COVID long. On a suivi sur 1 an avec certains marqueurs pas trop compliqués à suivre, hein, la CRP, les transaminases, les globules glyqués, parce que ce sont des patients qui sont souvent des patients à risque, qui sont hypertendus ou diabétiques. Donc, on a essayé de voir est-ce que ces facteurs de risque n'interviennent pas, non seulement dans le suivi de la COVID, mais aussi dans le suivi de la COVID long. Est-ce que ces patients ne sont pas plutôt des patients à risque de faire la COVID long? Et on a aussi surveillé tout ce qui est marqueurs biochimiques, mais rénal surtout, parce qu'il y a des lésions rénales qui s'installent au fil du temps et qui passent inaperçues. Donc, ce serait intéressant de pouvoir mettre en place un algorithme pour que les médecins, nos différents services de santé puissent suivre ces patients COVID long qu'on ignore, parce que je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on a vraiment une cohorte de patients qui sont suivis, sauf celui qu'on a en maladie infectieuse avec le professeur Sergiouli. Je ne sais pas s'il y a des patients qui sont suivis en tant que tels pour la COVID long, mais je sais qu'il y en existe. On a pris, je crois, une trentaine de patients qu'on a suivis depuis près d'1 an. Et les résultats vont bientôt sortir avec la thèse de l'étudiant qui vont montrer qu'il y a quelques marqueurs clés qui doivent être pris en compte dans le suivi des patients COVID. C'est juste cette petite note-là que je voulais ajouter pour compléter l'exposé du professeur Adjogwa. Merci beaucoup, professeur, pour votre contribution. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le professeur a fait sa présentation. Si vous avez des questions, docteur Ngoran, si vous avez une question, monsieur Faustin, monsieur Drissa Oumar, le professeur est là pour répondre à... C'est l'heure des échanges. Le docteur Nico ici, allez-y. Alors, je peux pas. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci aux deux experts. Moi, à l'issue des échanges, je souhaiterais qu'on ait, comme le docteur Crésois l'a dit, qu'on ait des algorithmes pour que tous les acteurs de la santé soient à l'aise pour le diagnostic. Parce que tout à l'heure, le docteur Adjogwa nous a posé la question, on n'était même pas capable de bien répondre. Et puis même la définition de la COVID longue aussi. Donc, c'est important qu'on ait des algorithmes pour les diffuser dans tout le pays, pour qu'on fasse l'effort de suivre les malades. C'est juste une proposition. Parce qu'on a eu plusieurs séances sur COVID longue, on nous a donné la définition opératoire, mais on n'est pas encore capable de partager ces informations-là. Donc, il est nécessaire de toujours continuer à partager les algorithmes et même les marqueurs aussi.
Docteur Adjogua dit que c'est du charabia. C'est vrai, c'est du charabia pour nous, mais c'est très, très important pour que nous soyons à l'aise dans la prise en charge. Merci. Je peux parler? Votre contribution? Oui. Merci pour le niveau ici. Y Je a-t-il voudrais. d'autres questions? Oui, est-ce que c'est possible? Je peux parler? Allez-y, docteur Ngoran. D'accord, merci beaucoup. Donc, je remercie à la suite de docteur Saki, professeur. Effectivement, c'est beaucoup d'informations en même temps. Pour le praticien lambda, je trouve qu'il va falloir un peu simplifier par rapport au bilan de routine, bilan usuel, voilà, pour arriver à donner le diagnostic de chronicité en dehors des signes cliniques, comme l'a dit docteur Saki. Donc, pour nous, c'est de très bonnes informations et on voudrait, si possible, avoir la routine de ce qui est fait parce que je ne sais pas si tous les anticorps qu'il a cités, est-ce que tous ces anticorps-là sont demandés à l'Institut Pasteur ou alors dans un laboratoire moyen, voilà, pour pouvoir faire le diagnostic de la chronicité et même aller voir les séquelles éventuelles que la maladie répercute sur le corps du malade. Donc, c'est là mon intervention, tout en remerciant vraiment le professeur pour cette formation. C'est très bien menée. Merci. Merci, docteur Ngoran. Docteur Adjogua. Oui. On a posé une question, les bilans de routine à faire pour le suivi. Oui, en Est-ce fait, que ces marqueurs-là peuvent si être vous faits voyez bien, comme je à le l'IPC disais, ou dans d'autres laboratoires? il y a plusieurs biomarqueurs. Et donc, c'est fonction des symptômes développés par votre patient. Mais il y a la CRP qui se fait de manière routinière dans nos laboratoires. Et puis, on a aussi, pour les laboratoires spécialisés, l'interleukine et puis la TNF qui se font en immuno. Et donc, c'est fonction de, je veux dire, c'est fonction de... Et les examens comme la CRP devraient vous orienter. Si vous avez affaire à une CRP très élevée chez un patient qui a présenté des signes de COVID, à ce moment-là, ça doit vous alerter pour vous dire, mon patient-là, il est soit en train de faire la COVID longue, si c'est un patient au-delà de 1 mois, 2 mois de suivi, et si, quels que soient les signes qu'il présente, il a une CRP qui est élevée, mais pas très élevée, en ce moment, on est rassuré pour dire que de manière prédictive, notre patient-là, il peut ne pas faire une COVID longue. Et donc, je veux dire, et si on a des signes neurologiques, un patient qui a mal à la tête et tout ça, et donc, en fonction des symptômes proposés, ça doit vous faire des tics dans la tête. Et pour suivre votre patient, vous pouvez déjà anticiper à faire la recherche de ces biomarqueurs. Merci beaucoup pour ça, Adjogua. Est-ce que Dr Faustin a des questions ou M. Oumar pour la présentation du professeur? Merci. Je peux parler? Allez-y, Dr Oui. Boni. En fait, c'est surtout au niveau des TNF, de la CRP, je voulais poser la question, mais il a profité de la question du docteur Ngoran pour ressortir l'importance de ces marqueurs-là. Parce que je m'interrogeais, ça y est, à l'intersection, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans le 2. C'est des tests qui sont réalisés dans le 2 cas. Et donc, j'étais prêt à poser la question à quel moment, quelle est l'importance donc, de ces marqueurs-là. Vraiment, merci pour la réponse. Il faut dire que sur l'intervention, sa présentation m'a beaucoup édifié parce que nous tous, on a plus ou moins fait la COVID, hein, quel que soit le degré, et
on présentait des signes et à travers les présentations, je me rends compte qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont même signalées dans nos consultations et autres, et qu'on mettait sur le compte d'autres affections. Et là, ça attire vraiment mon attention concernant surtout les complications neurologiques et même plein d'autres complications, plein d'autres manifestations. Je pense qu'il faut, comme les prédécesseurs l'ont dit, il faut faire donc beaucoup plus de diffusion de l'information et aussi établir l'algorithme pour que, comme l'a dit le docteur Ngoran, les médecins lambda puissent avoir l'information nécessaire pour pouvoir commencer à suivre. Parce qu'il n'y a pas de cohorte de malades de COVID long en Côte d'Ivoire. Et donc, pour qu'on puisse vraiment mettre l'accent dessus. Parce que toutes ces manifestations-là, il faut pouvoir les retrouver et pouvoir les classer. Et non se tromper de diagnostic et orienter donc l'investigation dans d'autres secteurs. Donc, c'est vraiment intéressant, ces présentations, et je souhaiterais que ce soit vraiment diffusé et sur toutes les manifestations qui soient vraiment diffusées pour que tout le monde ait l'information, pour qu'on puisse vraiment prendre conscience que la COVID sévit encore. Il y a eu la phase aiguë, mais la phase chronique aussi a des manifestations aussi délétères, comme on pourrait l'imaginer. Merci. Merci, docteur Boni, pour cette contribution. Y a-t-il d'autres questions? Mesdames et messieurs, on est là pour vraiment échanger. Le professeur est vraiment disposé à répondre à toutes vos interrogations pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre la COVID long. Monsieur Ouma, si vous avez une question. Je ne sais pas si le docteur est encore là. Docteur, je pense qu'il n'y a plus de questions. Le professeur va arrêter son partage. Merci, professeur Adjobois, pour toutes ces informations. Et nous, vraiment, nous demandons à ceux qui sont connectés besoin de présentation de cas. Donc, nous interpellons tous nos participants de nous aider vraiment à trouver des cas pour que ce soit beaucoup plus concret. Donc, merci vraiment du temps que vous avez pris d'être avec nous. Merci nos professeurs agrégés pour votre disponibilité sans faille. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons passer la parole à notre Momo manager, Dr. Kwasi, qui est notre coordonnatrice technique pour qu'elle donne des informations sur la prochaine session et sur le thème. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Dr. V, pour cette séance très enrichissante. Merci également à tous nos experts, professeur Adjobois, professeur Crétois, pour leur intervention, pour toutes les informations que nous avons reçues, voilà, qui montrent vraiment l'importance de ce programme. Ouais, c'est vrai que nous avons passé la phase aiguë, mais il est bon qu'on puisse avoir vraiment toutes les informations pour le suivi des patients. Et comme les uns et les autres l'ont recommandé, hein, nous prenons bonne note de toutes ces recommandations qui sont faites au cours des sessions pour adresser à l'équipe scientifique à l'effet de pouvoir élaborer toutes ces directives qui sont importantes par rapport à la définition, par rapport aux examens qu'il faut pour le suivi de ces patients-là. Et comme le SMIT, qui a vraiment en charge la prise en charge des patients COVID, et je pense qu'ils sont membres également de ce comité scientifique qui pilote ce programme. Et je pense que nous avons un éolier, hein, pour qu'ensemble avec tous les acteurs au niveau national, que des directives soient élaborées pour orienter nos prestataires. Donc, sur ce, nous allons nous donner, puisque nous avons des sessions qui sont mensuelles, la prochaine session, elle est prévue pour le 11 juillet. Cette fois-ci, on va aller un peu sur le plan santé mentale. Donc, nous allons aborder avec Dr. Anomataki
la COVID longue et les séquelles mentales. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire et on va se donner rendez-vous Docteur pour le Kwasi, 11 juillet. Oui, Docteur Kwasi, professeur. Oui, avec la hausse, quelqu'un a posé la question si on ne peut pas faire le même point sur la dengue. Avec la hausse des cas de dengue à Abidjan, d'accord, avec l'épidémie de dengue à Tortia, je pense qu'il faut programmer une session sur la dengue. Ça va beaucoup aider les d'accord, médecins surtout pour la prise en charge. Ok. d'accord. Donc, On je va reste voir ça disponible. avec, Ok. d'accord. On va voir ça avec l'INHP pour pouvoir programmer une session. Ouais. Voilà, d'accord, c'est bien Je noté. peux faire la partie virologie et D'accord, puis ok, il pas n'y de a pas de souci. Ok. problème. On prend bonne note, docteur V. Ok, merci Et beaucoup. voilà. Merci Et beaucoup. donc, Merci vous pour la encourager proposition. à faire le feedback, c'est important. Oui, n'oubliez pas Donc, de faire le feedback. Regardez dans le chat. On a mis à votre disposition le feedback. On a besoin des retours du feedback. Merci voilà. beaucoup à vous. Merci pour la proposition sur la dengue et merci aussi pour la disponibilité du professeur parce qu'actuellement, la dengue fait ravage. Et vraiment, ce serait important que les praticiens sachent vraiment quel examen il faut faire pour vraiment ne pas passer à côté du diagnostic. Parce que les gens souvent ont tendance à penser au paludisme et lorsque on n'arrive pas à rattraper les personnes, on a beaucoup de décès dans notre entourage sur la dengue. Donc, ce serait vraiment bienvenu. Merci pour ça, pour votre disponibilité. Et merci à vous. Bon retour dans vos différentes familles et que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Merci. Merci. Au revoir. Ouvrez vos micros pour qu'on puisse se dire au revoir, s'il vous plaît. Ouvrez les caméras Merci, et faites merci, les merci. Caméra, ouvrez les caméras, Merci ouvrez les beaucoup. caméras. Merci. Allez, Merci. merci, Au revoir. merci. Au Merci. revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Nous avons besoin de vos feedbacks dans l'évaluation. Merci, merci à vous. On va le faire.